Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, nous allons découvrir le fonctionnement du Conseil national. Nous sommes en Principauté de Monaco, en compagnie de Monsieur Stéphane Valéry. Monsieur Stéphane Valéry, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ces chroniques sur Fréquence Évasion dans Monte Carlo Musique. Bonjour et merci à vous de vous intéresser à la Principauté et plus particulièrement au Conseil national, donc qui est l'Assemblée élue au suffrage universel par les Monégasques. Nous allons expliquer le fonctionnement du Conseil national ici en Principauté de Monaco, et pour les auditeurs qui nous écouteraient hors de la Principauté de Monaco, est-ce qu'on pourrait expliquer justement le rôle qu'a le Conseil national ici à Monaco ? Alors si on doit l'expliquer effectivement pour des interlocuteurs et des amis français, disons que nous serions l'équivalent de l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire que nous sommes l'Assemblée donc élue pour 5 ans par tous les citoyens majeurs, l'Assemblée législative donc qui vote les lois et qui vote le budget de la nation. Alors Monsieur Stéphane Valéry, nous allons parler d'un des thèmes prioritaires, c'est-à-dire l'immobilier. Vous avez fait en sorte que les fonctionnaires monégasques puissent être logés. Oui, ça a été un des thèmes prioritaires de la campagne électorale en 2003, donc il y a vu la victoire avec près de 60% des voix de la liste que j'avais l'honneur de conduire, donc de l'Union pour Monaco. Le logement, évidemment, est un thème très important pour la population monégasque parce que notre territoire est exigu, parce que il y a un attrait très fort dans le monde entier pour venir s'installer en Principauté. Et donc forcément les prix sont extrêmement élevés dans le secteur libre, dans le secteur privé, hors de portée de la plupart des salariés ou des fonctionnaires monégasques et du pays. Donc nous avons, dès notre élection, persuadé le gouvernement qu'il était vital de considérer la politique du logement comme une priorité nationale. Ça a été fait. En une législature, donc en 5 ans, plus de 830 logements de l'État, donc sociaux, à Monaco on appelle ça des logements domaniaux, ont été lancés. Pour vous donner une idée, c'est près de 40% en une législature de tout ce qui avait été fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc grâce à cet effort sans précédent de logement social, la population de nationalité monégasque aura un véritable droit au logement à loyer modéré dans son pays. Mais nous ne sommes pas arrêtés aux Monégasques de nationalité. Nous avons aussi entendu l'appel des enfants du pays, c'est-à-dire des gens qui sont nés sur le territoire monégasque, qui ont toujours vécu, mais qui sont français pour la plupart, ou parfois italiens, belges, allemands, anglais, mais surtout français. Et nous avons pour eux modifié la loi sur le secteur ancien d'habitation, car l'ancienne majorité avait voté une loi, la loi 1235, qui prévoyait la libération totale des loyers du secteur ancien, ce qui aurait conduit à l'exode des milliers d'enfants du pays. Donc nous nous sommes battus et nous avons réussi à convaincre le gouvernement pour changer la loi. Donc désormais, les loyers dans ce secteur ancien, donc construit avant 1947, sont indexés sur l'inflation seulement. Et le locataire a droit à la fin du bail à un renouvellement automatique de son bail. Donc on a aussi agi pour la protection des locataires du pays. Alors il y a jusqu'à 75% du loyer qui est pris en charge justement pour les fonctionnaires. Alors ça va même bien au-delà de ça, c'est pour tous les monégasques, donc fonctionnaires ou salariés ou retraités. On ne met pas, l'État monégasque considère que la dépense normale maximale pour se loger doit être de 20% de ses revenus. Et donc l'État peut effectivement peut payer la différence donc entre le loyer réel et la part de revenus donc de 20% maximum que vous devez consacrer à vous loger. Aujourd'hui en Principauté de Monaco, au Conseil national, au gouvernement, quelle est l'actualité concernant l'immobilier ? Bien, l'actualité, c'est tout d'abord une autre priorité que nous souhaitons satisfaire, c'est de permettre aux Monégasques de devenir propriétaires dans leur pays. Nous nous sommes donc beaucoup battus depuis plusieurs années pour convaincre le gouvernement princier. Vous savez qu'à Monaco, le système, c'est le consensus entre un gouvernement qui est donc nommé par le prince souverain et responsable seulement devant le prince souverain, mais qui est composé de fonctionnaires de carrière, et puis le Conseil national, donc qui est élu, qui est l'Assemblée législative. En fait, toute décision importante, notamment les lois, résulte de l'accord des volontés donc du prince à travers son gouvernement et du peuple monégasque à travers l'Assemblée élue par lui, c'est-à-dire le Conseil national. Donc chaque fois qu'on veut aller de l'avant, il faut de toute manière l'accord des volontés du gouvernement princier et du Conseil national. Donc nous avons convaincu le gouvernement
de déposer un projet de loi qui va permettre aux Monégasques de devenir propriétaires là où ils en auront les moyens, c'est-à-dire dans le secteur de l'État, à des prix fort intéressants, qui seront en fait les prix du coût de la construction. C'était le seul moyen de permettre aux Monégasques dans leur pays, en tout cas à une majorité de Monégasques, de pouvoir effectivement se payer un appartement à Monaco. Monaco aussi, c'est la culture, les loisirs, tout ce qui est artistique. Grâce à vous, monsieur Stéphane Valéry, un annuaire des artistes monégasques a vu le jour. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet annuaire des artistes monégasques ? Oui, c'était une demande des artistes de Monaco, monégasques et de Monaco, au sens large. Pendant la campagne électorale, si vous voulez, ils avaient le sentiment que Monaco faisait beaucoup pour la culture déjà, mais pour les institutions culturelles de prestige, l'orchestre qui est remarquable, les ballets, l'opéra, ou l'académie de danse Princesse Grace, mais pas assez pour les artistes de Monaco. Et il est vrai qu'en Europe, les municipalités, les conseils généraux en France et conseils régionaux soutiennent les artistes locaux. Donc nous nous sommes battus pour sensibiliser le gouvernement au fait qu'il fallait aussi soutenir, je dirais, une culture populaire, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire des amateurs, souvent d'ailleurs éclairés, des passionnés, qui n'ont pas vocation forcément à devenir des artistes de dimension internationale, mais qui contribuent aussi à la culture monégasque. Donc une des premières mesures a été effectivement la création d'un annuaire papier, qui a permis de recenser tous les artistes de Monaco. Il y en a plusieurs centaines. C'est considérable et moi-même j'ai été surpris par la richesse du tissu culturel monégasque, vu la dimension de nos territoires. Donc, nous avons récemment mis en ligne donc sur Internet cet annuaire des artistes de manière à la fois à pouvoir évidemment le réactualiser de manière régulière et en même temps le rendre accessible à davantage de monde. Ouais. Il y a également des ateliers qui sont mis à la disposition des artistes au quai Antoine Ier. Oui, tout à fait. Mais là encore, si vous voulez, c'est une mesure intéressante, mais limitée, puisque nous n'avons, je crois, que 6 ou 8 ateliers, et on privilégie plutôt les artistes qui ont déjà acquis une renommée internationale. Donc, l'annuaire des artistes est tout à fait complémentaire. La commission de la culture s'arrêtera pas, évidemment, à la création de l'annuaire des artistes. Nous avons également souhaité donc créer une loi pour protéger le patrimoine, car c'est un vrai problème à Monaco comme ailleurs d'ailleurs. Il faut préserver pour les générations futures la mémoire du passé. Donc nous avons voté une loi justement pour imposer un archivage systématique de toutes les œuvres artistiques à Monaco. C'est ce que nous appelons le dépôt légal. Donc nous l'avons réglementé, nous avons donné des moyens aussi pour le réaliser et le rendre plus efficace à Monaco. Et puis dans les projets importants de la Commission de la Culture, maintenant le prochain c'est la création d'un véritable statut des artistes monégasques qui n'existe pas encore dans le droit donc social. Alors le 8 mai, pour la journée de la femme, vous avez invité toutes les femmes qui font la culture ici en Principauté de Monaco. Vous travaillez beaucoup pour mettre les femmes en avant. Oui, alors ça c'est un autre de nos axes prioritaires depuis le début de la législature en 2003. D'ailleurs, nous avons créé 2 nouvelles commissions depuis notre élection au sein du Conseil national. La commission de la culture, on vient d'en parler, et on passe maintenant à la commission donc, des droits de la femme et de la famille. Il n'y avait pas au sein du Parlement monégasque une commission qui avait pour vocation de s'attaquer de manière globale aux problèmes de la femme et notamment à mettre en place une marche progressive vers l'égalité des droits entre les femmes et les hommes de ce pays. C'est chose faite donc depuis 2003, depuis notre élection. Cette commission a déjà également beaucoup travaillé. Elle a notamment amélioré les conditions de transmission de la nationalité par les mères monégasques. Déjà 2 lois ont été votées donc en ce sens, toujours pour aller vers une plus grande égalité donc entre la femme et l'homme. Nous avons également modifié le code civil de manière à permettre l'égalité au sein du couple, l'égalité aussi par rapport aux enfants. Et donc aujourd'hui nous travaillons activement dans cette commission sur la modernisation de la procédure de divorce, de manière à permettre des divorces non conflictuels
et à accélérer les procédures et les délais donc en matière de divorce. En quelques mots, on pourrait parler des droits de la famille, des droits de succession. C'est quelque chose d'important aussi en principauté de Monaco. Oui, Monaco est un pays modèle en matière de politique familiale. Il y a d'ailleurs un taux de natalité très élevé qui est très supérieur à la moyenne européenne à Monaco. Nous avons en effet des allocations familiales dès le premier enfant, donc qui sont supérieures aussi en montant à la moyenne européenne. Nous avons une prime à la naissance. Nous avons aussi une allocation, Monaco était pionnier en ce domaine, bien avant la France, une allocation mère au foyer. Donc quand une maman veut élever son enfant, l'État monégasque, selon les revenus du foyer, lui donne une aide qui peut, pour les foyers les plus modestes, aller jusqu'à 1 000 € par mois. Donc c'est presque un salaire, donc c'est important. Tout ceci fait effectivement que il y a aussi des primes de rentrée scolaire, des allocations familiales importantes, disais-je. Donc tout ceci fait qu'il y a effectivement un taux de natalité très élevé en principauté. Alors si vous le voulez bien, monsieur Stéphane Valéry, parlons du tissu associatif de Monaco. Il y a de nombreuses associations de toutes sortes ici en principauté qui sont vraiment très actives. Oui, absolument. C'est une partie de la vie de Monaco qu'on ne connaît pas assez. Les Monégasques sont très généreux. Ils participent à de très nombreuses œuvres humanitaires, à de très nombreuses actions associatives et de solidarité. D'ailleurs, comme le prince souverain lui-même l'a dit dans son discours fondateur du 12 juillet 2005 et en a fait lui-même une priorité de son action. Nous avons effectivement, pour vous donner une idée, donc au budget de l'État, environ 30 millions d'euros qui sont attribués en subvention aux différentes associations monégasques et notamment aux associations humanitaires. On a aussi une action internationale de coopération avec de nombreux pays en voie de développement que nous aidons en matière de développement durable, en matière de protection de l'environnement, en matière de mise en œuvre de développement d'écoles, de création d'écoles. Oui. Et donc tout ceci est coordonné désormais par un service au sein du département des relations extérieures, donc un service de la coopération internationale à qui je veux rendre hommage, qui est dirigé par une équipe jeune, très dynamique et profondément investie dans cette mission, très noble. Là je reviens par exemple d'un voyage en Tunisie où j'ai pu observer donc sur le terrain des opérations très concrètes de coopération. On a créé par exemple à Hammamet, Monaco a financé à la fois un jardin le long de la mer, mais aussi finance chaque année maintenant une action de sensibilisation de la jeunesse à la protection de l'environnement marin en Tunisie. Et il y a de très nombreux projets comme ça un peu partout dans le monde financés par la principauté. Alors vous êtes également vice-président de l'association des jeunes monégasques. Oui, enfin je suis plus que vice-président d'honneur, le prince souverain Albert II étant le président d'honneur, parce que j'ai quand même dépassé, même si je suis pas trop vieux pour un président de parlement, je suis quand même beaucoup trop vieux pour être à l'association des jeunes monégasques puisque j'ai 44 ans et que la limite d'âge est à 30 ans. Mais effectivement, j'ai fondé cette association en 1986, j'en ai été le président pendant 7 ans. Et donc, lorsque j'ai pris ma retraite, ils ont bien voulu effectivement me nommer vice-président d'honneur. Alors, si vous le voulez bien, monsieur Stéphane Valéry, nous allons marquer une pause et juste après, nous parlerons justement des associations qui se développent ici à Monaco, notamment de la jeunesse et de la gratuité de certaines choses. On se retrouve dans quelques instants sur Fréquence Évasion. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion, la couleur sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en principauté de Monaco, toujours au Conseil national, en compagnie de monsieur Stéphane Valéry. Alors nous parlions des actions, des associations qui s'occupent des jeunes ici en principauté de Monaco. Il y a une association qui a été créée, Jeunes J'écoute. De nombreuses associations s'occupent des jeunes ici en principauté. Notamment, vous offrez la gratuité pour certains spectacles, l'accès à la culture pour les jeunes. C'est quelque chose d'important ici à Monaco. Oui, et puis sous l'impulsion de la MAD et du Conseil national, il y a désormais aussi un très grand concert gratuit annuel avec Énergie. Donc c'était une de nos promesses effectivement lors des élections.
Les jeunes se plaignaient effectivement qu'il n'y ait pas un grand concert à Monaco pour eux, donc c'est chose faite sur le port. Il y a aussi une patinoire désormais l'hiver, donc qui est gérée par la mairie de Monaco sur le port de Monaco. Le stade nautique l'été? Absolument, à la place de la piscine, donc du stade nautique l'été. Et puis nous avons un grand projet, donc nous avons désaffecté un terrain public pour ça, qui va permettre dans les prochaines années donc de créer un club des jeunes où seront présents à l'année donc une discothèque à prix tout à fait raisonnable pour la jeunesse de Monaco, mais aussi un bowling à 8 pistes et une patinoire notamment. Donc je crois que ce club des jeunes est très attendu, notamment pour le bowling. Des actions sont menées pour accompagner les jeunes, pour les aider à trouver un logement. C'est quelque chose d'important, c'est une demande de ces jeunes. Les monégasques en général et les jeunes en particulier qui quittent le foyer familial, paternel et maternel, évidemment sont à la recherche d'un logement à loyer abordable. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait beaucoup pour ça. Ils sont, comme dans tous les pays du monde, à la recherche aussi d'un premier emploi quand ils ont terminé leurs études. Et nous avons voulu, à l'initiative du Conseil national, nous avons convaincu le gouvernement princier, c'était en juillet 2005, de créer une prime. Donc, en fait, chaque fois que un jeune monégasque est engagé par une entreprise à Monaco, l'État va payer pendant 2 ans les charges patronales, donc c'est pas négligeable du tout puisque ça représente environ 35% à Monaco du salaire. Donc ceci incontestablement encourage l'embauche des jeunes du pays dans les entreprises locales. Tout ceci passe par des lois évidemment. Alors comment sont adoptées les lois ici à Monaco? Bien, donc à Monaco, la loi repose selon notre constitution sur l'accord des volontés du prince et du peuple monégasque, donc c'est-à-dire en fait du gouvernement princier et du Conseil national élu par les monégasques. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre une loi si elle n'a pas été votée par la majorité des membres du Conseil national, mais inversement, le Conseil national, qui a une initiative des lois, ne peut pas voter cette loi si le gouvernement ne l'approuve pas. Donc c'est vous dire si l'esprit de nos institutions, c'est la recherche du consensus. Donc chaque fois que le gouvernement princier et le Conseil national font un pas un vers l'autre, chaque fois qu'ils arrivent à trouver un accord, c'est les deux institutions qui sont gagnantes et c'est surtout Monaco et la principauté qui gagnent. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous travaillons. Nous sommes un parlement indépendant du gouvernement, mais constructif, donc qui est là pour effectivement trouver avec lui, après un large débat d'idées, les meilleures solutions pour la principauté. Alors la principauté de Monaco a 3 institutions bien séparées. Oui, bien sûr, comme tous les États démocratiques et modernes, la principauté a ces 3 institutions bien séparées, donc indépendantes les unes des autres. Le pouvoir exécutif qui est donc aux mains du gouvernement princier, le pouvoir législatif qui est partagé donc par le prince et le Conseil national, l'Assemblée législative, et les pouvoirs judiciaires, donc qui sont délégués par le prince aux magistrats et aux tribunaux. Pour permettre une plus grande compréhension des décisions de l'administration, une plus grande adhésion de la population à ceux qui gèrent l'administration du pays, nous tenions beaucoup à voter cette loi sur la motivation des actes administratifs négatifs, et donc elle a été votée par notre Conseil national. Désormais, donc toute décision de l'administration doit être motivée. Cela va permettre à l'administration de mieux préparer ses décisions et puis bien sûr et surtout aux administrés de mieux les comprendre. Et en cas de contestation d'un motif, il est prévu donc une voie de recours devant les tribunaux. Donc chaque citoyen aura la possibilité, s'il estime ses droits lésés, de se défendre et de faire entendre ses droits. Il va y avoir prochainement une réforme des services postaux, toujours par souci d'une plus grande indépendance. Alors c'est un projet qui est en cours d'analyse et de réflexion, et effectivement la principauté, vous savez, dans le cadre des nouveaux traités avec la France, dans le cadre de son admission à l'Organisation des Nations Unies en 1993, dans le cadre de son adhésion au Conseil de l'Europe en 2004, a souhaité, sous l'impulsion du prince Régnier III et désormais du prince Albert II, affirmer davantage sa souveraineté, son indépendance. Donc toute mesure qui va dans le sens d'un renforcement de la souveraineté de la principauté est une bonne chose. Donc nous étudions effectivement, mais rien n'est encore décidé, une évolution possible vers une poste monégasque. Alors aujourd'hui, dans le secteur économique, quelle est la force de la principauté? Bien, la force de la principauté, de son économie, c'est sa diversité. Sous l'impulsion du prince Régnier III, depuis les années 50, Monaco s'est beaucoup développé dans différents domaines. On est bien loin du temps où Monaco ne dépendait que du luxe des jeux, des casinos et des hôtels de luxe.
Pour vous dire, il représente aujourd'hui 3% de l'économie totale, donc Monaco s'est beaucoup diversifié. La place financière est très importante avec près de 14-15% de l'activité. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que les industries représentent près de 10% du chiffre d'affaires de la principauté. Nous avons effectivement des industries de pointe en matière de pharmacie, donc de pharmacologie, en matière de plasturgie. Et ça, c'est très peu connu en matière de cosmétiques aussi. Et puis donc bien sûr les services tiennent la part la plus importante, notamment avec le commerce de gros et de détail qui représente près de 40%. Notamment dans ce secteur se trouvent les sociétés d'import-export, donc près de 40% de l'activité de Monaco. Quand on parle économie ici à Monaco, ça veut également dire écologie, et vous avez acheté des véhicules électriques ici au Conseil national. Voilà, nous avons acheté effectivement des véhicules électriques pour nos personnels. Il y a une très forte volonté ici à Monaco de préserver l'environnement, et c'est l'un des chevals de bataille du prince souverain. Oui, c'est une des priorités du prince souverain et qu'il a bien indiqué dans le cadre du début de son règne. Je crois que c'est un choix personnel du prince souverain qui a toujours été extrêmement sensible à la défense de l'environnement. Vous savez qu'il a d'ailleurs donné de sa personne en allant jusqu'au pôle pour sensibiliser l'opinion à la défense de l'environnement et au réchauffement de la planète. Monaco, effectivement, fait déjà beaucoup, mais Monaco va faire encore plus. Et par exemple, si on pense à la fondation donc que vient de créer le prince souverain, la fondation Albert II, elle va très concrètement, avec des moyens financiers importants, soutenir un certain nombre de projets pour protéger l'environnement de notre planète. Il y a aussi dans les projets d'extension territoriale en mer cette grande préoccupation de défense de l'environnement, de protection des coraux, de la réserve marine, d'un habitat aussi relativement peu élevé, donc puisqu'on n'ira pas plus que R+11, des immeubles de 11 étages maximum. Tout ceci correspond bien à cette volonté du prince souverain, effectivement, de protéger l'environnement. Alors il y aura également un projet d'installation de panneaux solaires au large du Larvoto. Oui, il y a un projet, en fait c'est sur la digue du large, d'installation de panneaux solaires. Effectivement, bon, bien sûr, ça restera de toute manière très symbolique, mais effectivement, c'est un geste à faire pour montrer qu'il faut diversifier aussi nos sources d'énergie. Et grâce à Monseigneur, on peut parler des accords de Ramanche puisque c'est lui qui les a impulsés. Oui, c'est un accord donc entre trois pays, donc l'Italie, Monaco et la France, pour la protection donc d'une zone particulière de la Méditerranée, notamment la protection des espèces marines et végétales dans cette partie de la Méditerranée. Monaco est co-signataire et fondateur de l'accord Ramoge. C'était déjà la preuve il y a quelques décennies de la volonté de notre pays d'être en pointe dans ce domaine. C'est quelque chose de très important ici en principauté de Monaco, les espaces verts. Oui, Monaco est une des villes en tête si on prend le nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant en Europe. Et nous tenons bien évidemment à garder cette place et réserver aux espaces verts et à la nature. Le Conseil national ici en principauté de Monaco est très actif au niveau de l'Europe. Oui, le Conseil national est très actif depuis le début de cette législature en 2003 dans toutes les instances internationales interparlementaires. Nos délégations sont présentes et actives au sein du Conseil de l'Europe. Nous avons d'ailleurs désormais un élu monégasque qui est un des vice-présidents de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous sommes très actifs aussi au sein de la francophonie, de l'association des parlementaires francophones. Nous avons un projet de concours français de Mondovision en langue française, justement pour montrer que le français est une langue vivante, une langue d'actualité, une langue moderne et qu'on peut chanter remarquablement bien en langue française. Nous sommes aussi très actifs au sein de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, où là aussi un élu monégasque est désormais donc président de la très importante commission des affaires politiques de l'OSCE. Nous sommes présents enfin à l'Union interparlementaire et donc qui réunit tous les parlements du monde. Nous avons soutenu activement la candidature de notre ami, l'ancien président de la Chambre des députés d'Italie, Pier Ferdinando Casini, qui a largement gagné. Et je crois que les voix monégasques et de tous les petits États d'Europe n'ont pas manqué justement à l'actuel président de l'Union interparlementaire. Alors Monsieur Stéphane Valéry, est-ce que vous auriez pour terminer un mot à adresser aux auditeurs monégasques et français qui nous écoutent ? Oui, mais moi je voudrais remercier vos auditeurs puisque vous m'avez dit que ces questions très précises et très pertinentes que vous avez préparées sur la principauté ont été aussi préparées par vos auditeurs. Vous avez reçu, m'avez-vous dit, près d'une centaine de mails donc d'auditeurs de
de la Principauté et d'amis de Monaco qui souhaitaient justement que vous veniez rencontrer donc le Conseil national et moi-même donc son président. Donc je voudrais remercier tous vos auditeurs qui se sont intéressés à la Principauté et qui ont permis, je crois, de faire aujourd'hui un point très complet sur les réalités de Monaco. Eh bien, le but est de faire connaître la Principauté, la vraie Principauté. Merci, à très bientôt, au revoir. Je vous en remercie. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions au Conseil national en Principauté de Monaco en compagnie de monsieur Stéphane Valéry. À très bientôt pour un autre événement monégasque. Fréquence Évasion.